Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Une émission là, nous sommes ensemble, Masolo Yamboka. Bande Kotoko Kennedy, une élection, il y a un gouverneur. Il y a une province. Na élection va sénateur. Bande ko oezo leka pour le moment eza somo. Ba député provinciaux mutu bazo voter. Ba député provinciaux bazo senga mbongo badon basi ba yudonzo kapena ki mutu pa leka fa pesa de 1000 et des 1000 de dollars. Eza ndemo sa makiliboso. Et mena kadima aye kusukisa makambo oyo eska kokoka bokoyoka na débat ndeni ba promesse ezopesa mapolele bazobomba te yango wana bazolinga bafilme mayu ya nyonso basa batia bakamera mpona kokanga bamiyibi nyonso. Koma yo mutu bavote au sénateur gouverneur il faut pesa ebele mbongo ndenge 100 000 dollars mosusu baosembe na 100 000 dollars. Si on a 100 000 dollars, les Congolais vont souffrir dans ce cas. 100 000 dollars, ils vont prendre l'élection, ils vont voter. Ils vont voter et c'est esprit et la corruption, quand ils vont empêcher, mais ils vont l'aider. Lisons ensemble. Début ce jeudi de la campagne pour les élections des sénateurs et gouverneurs. La campagne pour les élections des sénateurs et gouverneurs de province a débuté le 25 avril sur toute l'étendue de la RDC. Les candidats ont 3 jours pour convaincre leurs électeurs de députés provinciaux au sein des hémicycles des assemblées provinciales. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Seni Denis Kadima, a souhaité que ce scrutin prévu le 29 avril courant se déroule dans la transparence. Il a ainsi demandé aux élus provinciaux et candidats que ces chrétiens s'abstenir de la corruption. À lobby, il faut la transparence, il dit toujours dala. Yozo voté motoana, apession bongo, tout ça. Alors, Togoyo, ka directeur des opérations Yasseli, Joseph Senda, a quoi expliquer. Après, Togoyo, ka ba commentateur, ba bâtonnier, ba avocat, sur corruption ou ezo salama. Na mission d'observation citoyenne des élections, bako zalawana, Simosel. Bata la boba zo pesa kop. Mawato. Mais to landa, nan débat, bon to zonga, l'émission, parce que, bande goye sala bien dit. Avançons. Denis Kadima, président de la CENI, a confirmé mardi 23 avril la tenue des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs le 29 avril prochain dans toutes les provinces du pays. Cette confirmation intervient après des incertitudes, j'y arrive, sur la date des scrutins. Des passagères mercredi à Kananga pour quelques heures après Mbujimaï. Le président de la CENI souhaite que les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs se déroulent dans la transparence. Appelons la population à accompagner ce processus. Denis Kadima recommande aussi aux députés provinciaux et aux candidats à ces scrutins de ne pas verser dans la corruption pour voter ou se faire élire. On écoute Denis Kadima dans cet extrait que nous propose François Kadima. J'ai voulu transiter ici, rencontrer l'équipe de la CENI pour les encourager à bien organiser les élections. La population doit être tranquille et doit accompagner le processus parce que ce sont leurs élus qui, à leur tour, vont élire le gouverneur et son vice, ainsi que les sénateurs. Donc, qu'ils soient apaisés. Nous encourageons aussi les candidats eux-mêmes, ainsi que les députés provinciaux, à suivre les principes de moralité. Nous ne voulons pas que l'argent ait trop d'influence sur le choix. Nous voulons plutôt que ceux qui seront votés, que cela soit le reflet de la préférence de la population. De cette façon-là que nous allons avoir des élus légitimes et qui vont rendre compte à la population plutôt que de rendre compte à ceux-là qui leur auraient donné quelque chose. C'était là Denis Kadima, président de la CENI. Joseph Senda,
directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Le président l'a suivi, confirme l'élection ou les élections des sénateurs et gouverneurs pour ce lundi, 29 avril 2024, dans toutes les provinces de la RDC. Vous nous confirmez que la CENI est prête à ce jour sur le plan financier et même celui de la logistique. C'est parce que c'était parmi les raisons qui ont poussé la CENI justement à organiser ces élections le 29, ces deux élections le même jour, le 29 avril 2024. Merci pour la parole, madame. Comme le président vient de le dire, les scrutins combinés sénateurs et gouverneurs de province auront lieu bel et bien le 29 dans certaines provinces de la République. Je dis certaines provinces parce qu'il y a des provinces qui ne sont pas partantes. Vous savez que l'Ituri et le Nord Kivu sont en état de siège et de ce fait, ces deux provinces ne sont pas concernées par l'élection des gouverneurs. Comme vous le savez, nous avions... Ni celle des sénateurs? Bon, et ça va venir après pour ce qui est du Nord Kivu. Pour ce qui est du Nord Kivu, nous allons organiser les sénateurs après, mais à ce stade, pour ce qui est des élections du 29, comme je le disais, l'Ituri et le Nord Kivu ne sont pas concernés pour la simple raison que ces provinces sont en état de siège. Et puis, il ne faut pas oublier que le Nord Kivu a une partie d'électeurs qui n'avaient pas été enrôlés. Et puis, vous savez que nous avons carrément annulé les élections à Massi-Manimba et à Yakoma. Et par conséquent, les provinces du Nord Ubangi et du Kwilu ne sont pas partantes demain. Alors, par rapport aux 22 provinces qui restent, nous avons eu des petits problèmes avec l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Le VPM, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, avait suspendu les activités de l'Assemblée provinciale. Une note vient de permettre à l'Assemblée de reprendre ses activités. Et de ce fait, l'élection de gouverneurs et sénateurs pour la province de l'Équateur aura lieu le 7 mai. Donc, ça concerne la province de l'Équateur. La province de l'Équateur aura ce scrutin combiné le 7 mai. Ça veut donc dire que son rendez-vous sont attendus pour le 29, les 21 autres provinces qui restent. Mais Joseph Tenda, on a le cas de la ville, province de Kinshasa, où le bureau définitif a été élu dans des conditions assez compliquées. La personne qui a organisé cette élection, voilà, c'était pas le président du bureau provisoire. Ça créait comme une sorte de tension au sein de cette assemblée provinciale et même parmi les membres du bureau définitif. Il y en a un qui a été invalidé par le Conseil d'État. Est-ce que vous allez tenir compte des élections qui seront organisées par ce bureau définitif? Lorsque Kinshasa avait été programmé, il n'y avait pas tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre. Ces problèmes ont surgi après que on ait aligné Kinshasa parmi les provinces devant organiser les scrutins combinés des sénateurs et des gouverneurs. Il s'est fait que malheureusement la situation est celle-là. Je crois que on va constater le 29 et l'autorité nationale nous conduira pour la suite des scrutins. Mais avant, Kinshasa a été programmé pour le 29 parce que nous n'avions pas la situation actuelle sur la table. Donc nous allons voir la situation le 29 et sur base de la situation du 29, nous allons pouvoir orienter la suite pour ce qui concerne Kinshasa. Mais le 29, parce que la campagne a commencé, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, on voit des candidats défiler, présenter leur programme. Lorsque vous dites que le 29, vous allez constater... Ça veut dire qu'ils estiment que, si vous permettez, ça veut dire qu'ils estiment que même il n'y a pas de problème. S'ils ont commencé la campagne, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'il n'y a pas de problème. Il y a un souci parce que dans le bureau, il y a un membre qui a été invalidé. Il y a des députés qui contestent ce bureau. Est-ce que vous allez prendre en compte ces résultats qui seront organisés par ce bureau contesté?
Non, mais en fait, nous disons que le 29, nous allons constater la situation qui va avoir lieu. C'est eux qui reçoivent, avant que nous commencions, le bureau définitif installé commence par nous présenter le PV du quorum. Est-ce que le quorum a été atteint? C'est à ce moment-là que nous allons constater. Si le bureau qui est là nous présente un procès verbal que le quorum a été atteint, eh bien nous allons passer aux élections. S'il n'y a pas de PV de quorum, on va constater qu'il y a un PV, on va rétablir un PV de carence. Si le quorum n'est pas atteint, les procédures disent ce qu'il faut faire. Donc, c'est le lundi que nous serons fixés sur l'une de trois possibilités. Il n'y a pas de PV de quorum, le quorum n'est pas atteint, nous attendons 48 heures pour nous retrouver et pouvoir continuer, ou alors le quorum, ou la séance n'a pas eu lieu, et dans ces cas-là, on ne peut rien faire, on constate qu'on n'est pas en mesure de tenir le scrutin. Donc c'est la situation de lundi qui va nous aider pour la suite. Alors dans quel cas d'irrégularité, vous n'allez pas en tenir compte, M. Senda? Bon, les irrégularités sont en dehors de nous, hein. Nous on n'est pas là-dedans, dans ce qu'on considère comme irrégularité, on n'est pas là-dedans, nous avons sorti un calendrier, nous allons voir la situation au 29. Donc avant, on n'est pas là-dedans, comme je le disais, on a sorti pour tout le monde, parce que la situation qui prévalait quand nous élaborions le calendrier était telle qu'il n'y avait pas de problème pour nous. Alors, cela va se passer concrètement comment pour les autres provinces? C'est quand même la première fois d'avoir les élections et des gouverneurs et des sénateurs le même jour. Ça va se passer comment? Donc, comme j'étais en train de le dire, il y a une séance plénière extraordinaire avec comme seul point à l'ordre du jour les scrutins combinés sénateurs et gouverneurs. La séance va se réunir. La CENI n'est pas partie prenante dans la séance parce que la CENI n'est pas députée provinciale. Quand les députés vont se réunir, à un moment donné, le bureau va devoir nous présenter le PV pour dire le quorum est atteint. Le quorum attendu est de 2 tiers. Si les 2 tiers des élus députés provinciaux d'une province, prenons Kinshasa qui en a 48, si au minimum 32 députés sont présents à cette séance-là, à ce moment-là, nous serons en mesure d'organiser les scrutins. Nous allons donc devoir prendre un espace. Nous convenons parce que le bureau de vote peut être l'Assemblée provinciale, tout comme ça peut être les installations de la CENI. Mais généralement, nous nous convenons avec les députés provinciaux pour que les choses se déroulent au sein de l'Assemblée provinciale. Ils vont devoir dégager un espace qui va s'émuer en bureau de vote. Nous aurons 2 machines, 2 DEV, 2 dispositifs de vote. Un dispositif pour l'élection des sénateurs, un autre dispositif pour l'élection de gouverneurs. Nous aurons 2 bulletins différents. On remettra chaque député provincial 2 bulletins. Un qui lui servira à voter le sénateur et à glisser le bulletin dans l'urne destinée au vote des sénateurs, et l'autre bulletin, il s'en servira dans le 2e DEV pour le vote de scrutin, et ce bulletin sera versé dans l'urne destinée au vote des gouverneurs. Donc voilà brièvement comment les choses vont se présenter. Ils ont la possibilité d'aligner des témoins qui doivent être des députés provinciaux, parce qu'il s'agit d'un scrutin indirect dont les électeurs sont des grands électeurs, ce sont les députés provinciaux. Nous avons commencé depuis un temps à délivrer les accréditations, aussi bien pour les témoins qui doivent être des députés, et pour les autres, les journalistes et les observateurs nationaux ou internationaux qui auront sollicité une accréditation. Et à la fin, on va proclamer les résultats. Il y aura d'abord les résultats de gouverneurs, parce que ça c'est facile. Il s'agit d'une élection à 2 tours à majorité simple, et tandis que pour ce qui est des sénateurs, c'est un peu plus compliqué. Ça devra passer par d'autres dispositifs. Donc, de manière très ramassée, voilà comment les choses vont se présenter. Donc, nous avons besoin... Allez-y. Nous avons au départ l'obligation d'avoir le quorum. 2 tiers des élus députés d'une province, par exemple le Bas-Uélé où c'est 18, on a besoin de 12 députés au minimum.
Kinshasa, Lubumbashi, Sud Kivu, Nord Kivu, enfin j'exclus Nord Kivu, je le disais comme ça parce qu'en fait c'est ça la loi. Sud Kivu, 48 députés, on a besoin au minimum de 32 députés pour que le vote ait lieu. Merci. Sinon, on renvoie ça à plus tard, à 48 heures. Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kasaï central, ancien bâtonnier du barreau de cette province, vous êtes rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, également directeur général de l'ONGD dénommée Société congolaise pour l'État des droits. On a suivi le président de la CENI, Denis Kadima, qui demande aux députés provinciaux et aux candidats au scrutin qui auront lieu le 29 avril de ne pas verser dans la corruption pour voter ou se faire élire. Il souhaite que ces élections se passent dans la transparence. Comment vous analysez ces propos du président de la CENI? Malheureusement. Malheureusement, parce que nous constatons que la campagne électorale s'organise sous 3 formes. Il y a la campagne électorale normale qui se déroule au sein des hémicycles, où les candidats défilent pour présenter leur programme. C'est ce que nous appelons une campagne presque de formalité de routine, qui s'est fait de manière transparente, tout le monde le voit. Mais il y a aussi une campagne dangereuse, qui se déroule à travers les réseaux sociaux et les médias. Dangereuse, pourquoi? Parce que lorsque vous analysez les propos, le discours qui frise en tout cas tout sauf des valeurs républicaines et démocratiques, des injures, des diffamations, des imputations dommageables, des qualifications identitaires, et ça c'est extrêmement dangereux de verser dans ces genres de propos, des discours développés par des communicateurs, développé par les partisans politiques. Et puis il y a la vraie campagne qui est opaque, qui se déroule dans des résidences, dans des chambres d'hôtel, dans des restaurants, autour des pots de main. C'est pourquoi je dis malheureusement, ce que le président dénonce, c'est ce qui se fait en réalité. Et nous disposons des cas documentés, des corruptions avérées. Et ça fait poser beaucoup de questions sur ce que nous allons avoir comme dirigeants dans les provinces demain, si on doit accéder à des postes de responsabilité par des pratiques de corruption. Donc nous n'aurons pas de personnes intègres pour pouvoir prendre des responsabilités des provinces. Or, dans les cadres du régionalisme politique et dans les cadres de la décentralisation, eh bien, les populations qui vivent dans une situation de précarité, de misère inqualifiable, ont besoin des hommes intègres pour contribuer au développement de leur contrée. Et vous estimez donc que c'est un coup d'épée dans l'eau, hein, ça demande du président de la CENI. C'est un chapelet de bonnes intentions, mais en réalité, c'est pas ça. Les députés, en grande partie, ils attendent des pots de vin. Donc, ils sont là, ils exigent, ils fixent le montant, ils déterminent le montant, ils se disent, ben, en dessous de tel montant, pas question. Et nous avons des cas documentés. J'en ai parlé personnellement dans les cas de la Société congolaise pour l'État des droits au procureur général. Ils le font peut-être parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas sanctionnés. Eh bien, c'est ça, maintenant, il faut mettre un dispositif, comme le directeur exécutif vient de le dire. Mais vous savez que, à pareille occasion, parce que les députés ont pris l'argent, ils ont touché au pot de vin. Alors, en somme-là, il faut sécuriser les votes, il faut entrer dans l'urne avec des caméras, avec des appareils photo, avec des stylos caméralisés, pour qu'une fois qu'on a voté, qu'on puisse prendre une photo pour aller... Alors, il faut que ce que le procureur général, près la Cour de cassation, avait donné comme dispositif, pour qu'on empêche qu'on puisse pénétrer dans l'urne avec ce genre de dispositif, parce que sinon, c'est déplorable, c'est catastrophique. C'est-à-dire ne pas accéder à l'urne avec son téléphone. Oui, parce qu'il faut avoir la conscience libérée. Donc, il faut voter en toute conscience. Mais ce qu'on assiste, la vraie campagne, avec des pressions politiques, avec des intimidations, avec des tentatives de corruption, mais écoutez, c'est de grâce.
C'est de glace. La crainte, c'est d'avoir des gouverneurs ou des sénateurs qui ne seront pas voilà, là pour la population. Non seulement des hommes intègres, mais en plus de personnes qui se disent, voilà, j'ai eu le pouvoir parce que j'ai acheté les consciences. Et la conséquence, c'est qu'il n'y aura aucun respect pour les députés. C'est quel Sénat que nous aurons avec des personnes qui ont acheté les consciences des députés? Donc c'est très grave pour une démocratie, pour un état de droit. C'est très grave. C'est très grave. Et que je pense qu'il faut absolument que les autorités qui détiennent la plénitude de l'action publique puissent se mettre debout, agir au plus vite, parce que sinon les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Luc Loutela, coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simon-Cel, en sigle. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Denis Kadima, président de la CENI? Luc Loutala, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, je crois que le président de la CENI est venu enfoncer le clou sur une réalité qui est terriblement exposée et qui est difficile à gérer. Alors, il faudra se rappeler qu'il y a un mois, le chef de l'État avait accordé une audience à madame la vice-première ministre de la Justice pour échanger avec elle justement sur cette question de corruption dans le processus de l'élection indirecte. Elle lui avait instruit, de prendre des mesures pour que cette chose soit terriblement sanctionnée. Il faut faire le premier constat qu'il n'y a pas eu de sanctions. Deuxième constat sur lequel nous partons, nous avons des élus. La plupart des élus au niveau de province sont élus des scrutins qui aujourd'hui ont laissé un goût suffisamment amer sur la redevabilité de ces élus. Il reste un doute assez sévère sur qui a été élu normalement, qui n'a pas été élu normalement, et nous sommes tous conscients du fait que même le processus de contentieux a laissé aussi un goût amer à la fois aux électeurs et à la population. Troisième chose sur laquelle il faudrait peut-être relever le constat est que la campagne elle-même a commencé avant, évidemment maintenant on est en cours de campagne et le 29 il y aura les scrutins et on a observé un phénomène assez malheureux que l'on appelle le ticket gagnant. Le ticket gagnant, ce phénomène qui fait parler de lui, a consisté à quoi? A consisté en ce que des députés provinciaux choisissent parmi les candidats qui se sont prononcés lequel des candidats eux préfèrent, et donc ils exposent ce qu'ils appellent pour eux le ticket gagnant déjà, et on a assisté au fait que ces fameux tickets gagnants ont quitté les provinces avec un certain nombre de députés provinciaux, ont été exposés dans les médias, ont été présentés à des autorités, notamment à des membres de la famille présidentielle, ce qui, normalement, viole sensiblement le secret de vote. Ça veut dire à partir du moment où des députés s'exposent en disant qu'ils ont déjà fait leur choix avant même qu'il y ait le vote, on se serait attendu à ce que la CENI prenne des mesures en ce moment-là. Non seulement ce phénomène de ticket gagnant a établi une campagne électorale avant même la campagne électorale, et vous savez que cette histoire de campagne électorale avant campagne électorale a poursuivi tout ce processus électoral ici, mais en même temps brise le secret du vote. Ça veut dire des députés se permettent de dire nous avons déjà élu avant qu'il y ait les élections proprement dit elles-mêmes. Alors, il faut revenir aussi sur ce phénomène de corruption. Ça se parle, ça se raconte. On a relevé tout à l'heure le fait que le chef de l'État lui-même s'est plaint et s'est inquiété de l'ampleur de cette question. On a l'impression que faute d'avoir pris des mesures de manière anticipée, ce phénomène est devenu une mode.
Aujourd'hui, on parle de ce que les enchères sont montées entre 100 000 et 300 000 $ pour que quelqu'un s'assure de la voix de tel ou de tel. Mais dans tout le cas, on se retrouve dans un processus totalement embrouillé dans lequel la campagne qui commence maintenant laisse beaucoup de doutes sur la sincérité. Est-ce que la campagne qui se déroule est juste une campagne pour se conformer, ou la campagne qui se déroule est une véritable campagne qui va respecter les règles, d'autant plus que déjà on a parlé de cette campagne avant la campagne. Donc on peut revenir sur les décisions du président de la CENI depuis un certain temps. Toutes ces choses que nous disons, c'est des choses qui se passent au vu, au su de tout le monde, qui se racontent dans tous les salons, qui se racontent sur les places publiques, et sur lesquelles, manifestement, on a l'impression que la CENI est impuissante. On peut bien comprendre l'impuissance de la CENI, du fait que les élections sont truffées de beaucoup de trafic d'influence, et que le président de la CENI, il faudrait bien comprendre son inquiétude, se sent dans une certaine position où il ne peut agir. Lorsque il peut aller décrier et tirer la sonnette d'alarme pour que les gens ne recourent pas à la corruption, alors que le chef de l'État en a parlé, tout le monde en parle. Lorsque on peut dire qu'on veut une campagne transparence, alors qu'on est totalement sûr que on a très peu de chances. Lorsqu'on a assisté à ce qu'on appelle les tickets gagnants sur la place publique sans prendre des mesures, en tant que mission d'observation, nous nous posons une question assez claire. Qui est sincère dans cette élection? Est-ce que l'inquiétude du président de la CENI est elle-même sincère, ou c'est une inquiétude d'impuissance? Donc de manière assez manifeste, madame, on a l'impression qu'on est en train de continuer un processus électoral qui se déroule au vu, au su de tout le monde, dans une situation de crise totale des valeurs démocratiques. Alors vous allez rester en ligne. Vous allez rester en ligne. Vous allez rester en ligne, Luc Loutala. Le temps pour nous de prendre cet auditeur très rapidement qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, Sud Kivu. Moi, c'est Gabriel Ekwalanga depuis Bukavu, au Sud Kivu. L'appel du président de la centrale électorale est patriotique. Mais ce qui est déplorable est que cet appel est considéré comme une épée dans l'eau, et cela ne sera pas du tout respecté, car les assemblées provinciales sont semblables au marché, où les mieux offrants bénéficieront certainement des voix pour se faire élire à X ou Y postes auxquels ils ont compétit. Mais aussi l'autre facteur qui restreint la liberté de vote des députés provinciaux, c'est le mot d'ordre des autorités morales qui abusent de leur statut en ne laissant pas ces derniers voter d'une manière raisonnable. Luc Loutala, il vous rejoint un peu dans votre analyse, cet auditeur de Bukavu. Oui, absolument, madame. Ça veut dire que nous devons nous rendre compte que les élections sont démocratiques. Et dans les élections, une des choses que nous devrions garder, il y a non seulement le respect du cadre légal, mais il y a aussi les valeurs qui doivent amener les élus à respecter la population, à savoir que le pouvoir, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. À partir du moment où les gens élisent en bafouant le fait de l'émanation de la volonté du peuple, on est en train d'aller sur un état de gouvernance qui va être privé de redevabilité. Et manifestement, lorsque un processus électoral n'a pas respecté les droits de vote des citoyens, le droit de vote des candidats, on tombe manifestement dans ce qu'on va appeler des enchères, ce que le compatriote a appelé des enchères, une sorte de marché des dupes, où les gens viennent pour gouverner, et je crois qu'il y a le bâtonnier qui le disait, non pas pour assumer l'obligation, le devoir de rencontrer, de répondre aux besoins de la population, mais pour récupérer leur investissement. On est en train d'aller sur une sorte des scrutins capitalistes, beaucoup plus que sur les scrutins démocratiques, et ce qui fait que nous sommes dans une situation suffisamment alarmante où nous avançons dans un processus
qui se déroule en dehors du minimum de règles qui garantissent le fait que nous avons des élus qui sont devenus élus par le fait du respect non seulement des procédures, des règles, mais aussi des valeurs de la démocratie et que ces élus vont être au service de la population. Après Bukavu, direction Lubumbashi, pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne. Dubelaï Norbert, Tatou Kadiambouji, dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. La mise en garde du président de la Commission électorale nationale indépendante tombe à point nommé pendant cette période où les députés doivent opérer leur choix en votant des gouverneurs qui ont le souci du développement de leur province. Mais je trouve cette interpellation du président Denis Kadima comme étant un coup d'épée dans l'eau, car n'étant pas accompagné de mesures coercitives. Qui de corrupteur ou de corrompu acceptera de dévoiler l'autre, si ce n'est que se limiter à cette mise en garde? Plusieurs pratiques sont constatées à ce moment où les responsables de certains partis politiques et regroupements dictent la ligne à suivre aux députés pour élire le gouverneur qu'ils veulent voir diriger les provinces. Et cela pourra donc justement créer de l'instabilité des institutions et le non-décollage des provinces. Monsieur Senda, Joseph Senda, réaction. Merci beaucoup, madame. Je pense qu'il faut que nous apportions certaines précisions parce que j'ai entendu qu'il y a des greffes qu'on met à tort sur le dos, sur la responsabilité de la CENI. Lorsque la CENI ouvre le bureau de réception et de traitement de candidatures, elle reçoit les candidatures et les déclare recevables sur base des critères d'éligibilité fixés par la loi. Tout Congolais, toute Congolaise qui répond à ces critères voit sa candidature retenue ou déclarée recevable. Ensuite, la candidature passe aux juridictions compétentes appropriées qui vont les déclarer définitives. Ça, c'est un élément très important. Et lorsque la campagne a commencé, qu'elle soit la campagne à ciel ouvert ou à ciel fermé, nous savons qu'en ce moment-là, il y a une agence de prévention et de lutte contre la corruption. C'est cette agence-là qui devra entrer en jeu pour que soit neutralisés, soit identifiés, soit dénoncés les candidats gouverneurs ou sénateurs qui se livreraient à la corruption. Une fois qu'ils sont identifiés, en principe, il faut que justice soit dite pour que ces gens-là soient éventuellement déclarés inéligibles sur base des faits qu'ils auront posés. C'est à ce moment-là que l'on pourra éventuellement instruire la CENI pour retirer telle ou telle candidature. À ce stade, le président de la CENI l'a dénoncé, son Excellence M. Denis, et avant cela, la CENI a été la première institution à dénoncer ce comportement mafieux et maladroit. Les autres sont venus par la suite, mais elle n'a pas pour responsabilité ou pour charge d'arrêter ces gens-là. Quand bien même il y aurait des cas comme ça, elle ne peut que se référer à une juridiction pour que la juridiction lui donne éventuellement la possibilité de retirer une candidature, parce que la personne est passée par le BRTC en répondant aux critères fixés. Si il remplit tous les critères fixés et que par la suite il y a une infraction qui est commise, il faut que justice soit rendue pour qu'éventuellement on obtienne que sa candidature soit retirée. Mais dans l'entretemps, la personne passe, parce qu'en fait, nous n'avons pas le droit de l'arrêter dès lors qu'il a rempli les critères exigés. Alors, retenons tous que nous sommes dans un environnement extrêmement malhonnête. Nous sommes dans un environnement des antivaleurs. Nous les vivons tous les jours. C'est comme ça que nous nous comportons. Quand bien même il y aurait certaines structures de la société civile qui prétendent moraliser, qui prétendent éduquer, mais les faits sont là. Les gens sont dans la corruption. Et comme je le disais, nous avons été les premiers à les dénoncer. Mais que chaque institution vous dites que joue son jeu. Oui, si l'agence vous apporte des preuves de corruption, est-ce que la CENI va invalider, par exemple, comme elle a fait pour les législatives, les candidats qui vont se donner, qui vont s'adonner à la corruption? Je disais ceci. Lorsque quelqu'un dépose sa candidature au bureau de réception et traitement de candidature, c'est jugé sur base des critères définis par la loi. Tout ça, on a compris, M. Senda. Le jour du scrutin... Vous allez retenir sur base de quoi?
il faut qu'une juridiction le condamne avec probabilité d'annuler sa candidature. À ce moment-là, nous allons agir sur base de cet élément-là. Mais pour les législatives, vous avez quand même invalidé... Mais vous avez suivi la Cour. Vous avez suivi la Cour, ce qu'elle nous a dit. La Cour nous a dit que nous n'avons pas le droit. La Cour constitutionnelle nous a reproché, elle a dit ouvertement que nous n'avons pas le droit de faire cela. Merci. On va prendre ces derniers auditeurs de Kinshasa qui appellent. C'est Junior Bompongo depuis la ville province de Kinshasa. Curieusement, certaines assemblées provinciales sont fermées par les patrons de la territoriale, notamment le ministère de l'Intérieur. Le cas échéant, celui de la province de l'Équateur. Pareille circonstance favorise déjà la corruption à tant que chef. En outre, faut-il rappeler que la classe politique congolaise souffre d'un cancer de corruption et je ne vois pas comment les députés provinciaux devraient s'échapper dès lors qu'aucune thérapie sévère n'a été mise en place pour stopper ces syndromes. Bref, ces élections se préparent dans un climat politique malsain et qu'il faut s'attendre à tout, surtout de voir ceux qui ont plus de sous par ces gouverneurs ou sénateurs, car ce n'est un secret pour personne. La politique congolaise devient de plus en plus une affaire de plutocrates, c'est-à-dire de ceux qui ont plus de moyens financiers. Maître Dominique, lorsqu'on suit les réactions et des auditeurs et des intervenants autour de cette table, on constate que on va dans une élection, on sait qu'il y aura tricherie, il y aura corruption, quoi. Exactement, exactement. D'abord, tu peux me permettre de rebondir sur ce que le directeur a dit, parce que le mal, même au niveau du traitement, la CENI a interprété à sa manière dans les traitements de candidature de certains gouverneurs, parce qu'il fallait éliminer des candidats qui feraient obstruction aux autres, la notion du conflit d'intérêts. Nous avons vu dans certaines provinces où on a soutiré au niveau du traitement les pièces de certains candidats, dont le problème de la sincérité commence aussi à ce niveau-là. Autre chose, lorsque l'on évoque l'APLC, l'Agence de lutte et de prévention contre la corruption, mais ça existe où dans les provinces? Pour que ces agences puissent constater l'effet de corruption. Ça pose un problème, et pourtant l'infraction de corruption c'est une infraction complexe. Elle ne s'effectue pas, ne s'opère pas à ciel ouvert. De sorte que c'est vraiment difficile de pouvoir cerner cette infraction. Le monitoring que nous avons fait dans les cours des tribunaux, combien d'affaires de causes concernant les corruptions sont instruites dans les cours des tribunaux? C'est des cas rarissimes. Et que donc je suis d'accord avec toi pour dire que, ben voilà, ça sent le roussi, ça sent très mal, et l'avenir des pauvres populations qui croupissent dans la misère est pratiquement hypothéqué. Parce que non seulement la corruption, il ne faut pas voir seulement l'aspect argent, mais il faut aussi avoir l'aspect trafic d'influence. Les pressions qui sont exercées, la séquestration de certains députés, mais c'est grave pour une démocratie, ça ressemble à une république bananière. Or, ces élections devaient consolider la décentralisation, le régionalisme politique, pour que les provinces se transforment en des pôles de foyers de développement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais quand nous aurons des personnes qui ont le sentiment d'être des roitelets parce qu'ils ont acheté les consciences des populations, adieu, vos et vaches, pour le développement des populations. Les internautes sont très nombreux à nous envoyer leurs réactions sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Diosinga Mbatangba, depuis Dungu, dans la province du Haut-Touélé, les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs ne seront que des formalités, car tous sont des corrupteurs et des corrompus. Clément Passion-Béa, depuis Lubumbashi, voilà, merci, nous suit. Richard Davinson, depuis Juba, voilà, au Soudan du Sud, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux là. David Wedi, depuis Kinshasa, c'est
Ce ne sont juste que des formalités, rien les rassure qu'il y aura des élections exemptes des corruptions. Nos députés sont malléables au billet vert. C'est la vie vraiment des Congolais qui suivent cette émission. Alimassi John Ongombe qui nous suit depuis le Maniema. Merci beaucoup. Justin Mbuto depuis la ville de Goma au nord Kivu. Valérien Kisembe. Quand les présidents de la CENI invitent les députés provinciaux à la moralité, c'est une moquerie envers les Congolais, car ces derniers sont sortis d'une élection qualifiée de simulacre. Rien ne rassure de bonnes élections sénatoriales et des gouverneurs, car la corruption est le mode d'accession à un poste en RDC. Luc Lutsala, nous tombons vers la fin de notre émission. Lorsque vous suivez ces genres de réactions qui viennent de la population, qu'est-ce que ça vous fait? Mais, madame, ça donne un thermomètre assez clair du désappointement, de la déception de la population, et je crois que je voudrais inviter tous ceux qui sont les institutions qui sont impliquées dans la gestion des opérations électorales, notamment la CENI, à voir là le thermomètre de comment est-ce que la population voit et ressent la gestion des opérations. Maintenant, peut-être très rapidement, il serait important de rappeler que le processus électoral est régi par une loi et que maintenant un des problèmes majeurs que l'on a, c'est qu'on a la loi électorale de laquelle la CENI a tiré ce qu'on appelle les procédures de mise en œuvre de la loi électorale. On peut se poser la question, on a l'impression que du point de vue de la CENI, et la CENI n'est pas la seule responsable de ce qui se passe. Nous sommes absolument d'accord que nous sommes dans une crise sociétale majeure de moralité et de mépris des lois, mais dans lequel on devrait se poser quand même la question, est-ce que la CENI a un rôle à jouer lorsque la loi électorale est violée? Est-ce que les autres institutions ont un rôle à jouer lorsque les dispositions de la loi électorale sont violées au grand jour? Par exemple, lorsque la CENI observe qu'une campagne a commencé avant même la campagne, est-ce que la CENI n'a pas de rôle à jouer? Est-ce que la CENI doit avoir peur d'agir? Mais en même temps, on a l'impression, et c'est ce que nous disons tout le temps, qu'on a affaire à une CENI qui est complètement intimidée, qui est impuissante à agir et qui se dit elle a besoin que les autres viennent agir à sa place. La CENI a la possibilité de commencer une instruction préliminaire. Lorsque la Cour dit que la CENI n'a pas le pouvoir d'invalider, la Cour n'a pas dit que la CENI n'a pas le pouvoir de saisir les cours pour que la CENI demande d'invalider des gens qui auraient violé les dispositions de la loi électorale. Dans tout le cas, on a là la continuité d'un processus qui va mal son train, d'une crise qui se prononce de plus en plus, et qu'il va falloir que l'on réfléchisse lors des prochaines réformes sur quelles mesures assez spécifiques que l'on peut prendre pour essayer de renforcer le dispositif légal qui existe aujourd'hui afin d'aider et de répondre à ce que la CENI, les autres institutions puissent agir, parce que nous nous retrouvons là véritablement devant un fléau très très dangereux sur l'avenir de la société, parce que nous allons avoir des élus qui n'ont qu'un compte à rendre à la population, mais qui se disent qu'ils sont là parce qu'ils ont un capital qu'ils ont investi et qu'ils doivent faire de la population et des caisses de l'État leur vache à lait. Merci Luc Lutsala, merci à Gédéon Mané qui nous suit depuis Kinshasa, à Sharaf Makiambou. Il n'y a jamais eu une élection libre pour permettre aux députés provinciaux de faire des choix libres. Ces députés se réfèrent toujours à leur autorité morale qui ne jure que sur leurs intérêts et positionnements. Monsieur Senda Joseph, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, c'est vrai qu'on a demandé à la population d'accompagner ce processus. La population est quand même assez sceptique, il faut le dire, il faut le reconnaître, quant aux élections qui vont avoir lieu le 29 avril 2024. La population est sceptique. Quel sera votre dernier mot? Bon, c'est d'abord rappeler à certains que la campagne est gérée par le CESAC. C'est pas la CENI qui gère la campagne. La CENI annonce le début de la campagne parce que la loi le prévoit, mais la responsabilité de la campagne, c'est le CESAC. Donc, s'il y a des couacs, il faut regarder du côté
C'est ça, je crois que c'est très important, c'est un élément qu'on oublie souvent. Nous sommes prêts, la CENI est prête, les équipes sont déployées, nous sommes sur terrain, comme je viens de le dire, nous sommes responsables numéro 1 des procédures, nous allons faire en sorte que les procédures soient appliquées. Maintenant, s'il y a des gens qui s'estiment lésés, il est prévu la saisine des juridictions compétentes pour traiter tel ou tel problème. Donc, la CENI, c'est vrai qu'elle peut, mais elle laisse les compétiteurs saisir les juridictions là où il faut. Elle dépose auprès des juridictions les provisoires, que ce soit les candidatures, liste provisoire, les résultats provisoires, pour que les compétiteurs se retrouvent devant les juridictions et apportent des éléments de preuve. Même si la CENI saisit les juridictions parce que quelqu'un aurait violé la loi électorale, encore faut-il que la sanction qui sortirait de la juridiction soit qu'il faut annuler sa candidature. On ne sait pas très bien ce qu'on peut dire par rapport à l'infraction qui aurait été commise. Est-ce qu'elle rentre dans les critères d'inéligibilité? Bon, ça, ce sont les juridictions qui vont le dire. Donc, comprenez très bien que le plus important pour nous, c'est que chaque acteur fasse correctement son travail. J'ai entendu dire qu'il arrive qu'on soutire des documents au niveau du BRTC. Mais comme je le dis, nous faisons le provisoire. Si quelqu'un se sent lésé, il a la possibilité d'aller porter plainte. Même contre la CENI. Plus d'une fois, la CENI a été au banc des accusés. Nous apportons des éléments de preuve pour montrer si ou non des documents avaient été subtilisés. Et même quand les documents sont subtilisés, généralement ça relève de notre immoralité. Ce sont d'autres compétiteurs. C'est un autre homme politique qui vient, qui peut-être corrompt un agent temporaire de la CENI pour obtenir des documents au détriment de son candidat avec qui il est en compétition. Merci. Donc c'est la société qui est comme elle est là, mais ça ne veut pas dire que nous allons être passifs. Nous faisons ce que nous pouvons faire. La CENI essaie de faire ce qu'elle peut faire dans cet environnement très malsain. Merci Joseph Senda, merci à Trésor Nkete qui nous suit depuis Kikwit. Merci également à Augustine qui nous suit depuis Lusaka en Zambie. Merci à Akiam Chibangu depuis Grand Kasaïville des Mweneditu. Vous êtes très très nombreux. Augustine Boka, voilà, depuis Lusaka en Zambie. Papi Misomato depuis Kinshasa, dans un pays pauvre où la majorité des députés provinciaux n'ont pas de moyens, ils ne finiront que par céder devant les candidats gouverneurs et sénateurs ayant été aux affaires depuis les régimes précédents qui détiennent des gros moyens. C'est la population qui subira les conséquences. Maître Dominique Kiambala, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces élections? Voilà, la corruption est devenue un mode de vie, un mode de gestion. Et voilà, est-ce que les députés peuvent puiser dans leur fierté légitime ce qui peut leur être comme conscience, acquis de conscience, pour dire non à ces genres de pratiques, parce que c'est une gangrène qui est devenue un mal délétère aux effets multiples, et que il faut, on fera avec, parce que c'est un mode de vie, c'est un mode de gestion, mais au moins on peut récupérer quelque chose. Si tous les services qui concourent à la lutte contre la corruption se mobilisent, nous avons les parquets, nous avons l'ANER, nous avons la PNC, nous avons le CNRF, nous avons l'APLC, si tous ces services se mobilisent, je crois qu'il y a moyen de dissuader les cas ou de dénicher, de détecter les cas de corruption, les déférer devant les instances judiciaires habilitées. Il faut aussi que les populations ouvrent l'œil pour, dans certaines situations, dénoncer les cas, parce que ici, chez nous, dans notre pays, il n'y a pas la culture de dénonciation. Il faut dénoncer ce mal, et au finish, je crois qu'il faut interpeller la conscience des députés. Ils ont la lourde responsabilité qu'ils regardent dans leur conscience, dans leur cœur, dans leurs yeux, cette population meurtrie qui vit dans la pauvreté, et que, au moins une fois de plus, qu'ils puissent s'assumer, qu'ils puissent libérer leur conscience. Merci. Et d'abord, bah expliquer ndeni ba processus ko salama, c'est ni expliquer nyonso. Boka na première partie.
comment mboka o ezamu makamu te fait kende nande ya kitoko et puis ba pekisi corruption la deuxième partie sikoyo problème à corruption nde yango mote bomi mboka sibona soyeba te tokosala ndenge nini makambo eza minene bandeko. Donc soki ozotala la situation yo mayele ezosila biso bato nyonso bolandi bino nyonso wana tokoloba nini corruption moderne wana corruption ebimi na misisa corruption ezoboma bato bandeko na vraiment na commentaire midi parce na lembi ndeka na yoki wana bamusu bapesa so ba $100,000 so bamonta bazoloba ezoloba mana réseaux sociaux ebandi lelo campagne ekosala ba hémicycle nyonso ya ba député provincial. Ces députés provinciaux basi babu ya bazawela bima député provincial kaka lere kuba na élection ba gouverneur bapesa imbongo na ba sénateur dento ko empêcher corruption. Mboka sana problème bana mboka bolandi wana na débat des hommes na clairement mutaza ko exiger na ba montant qu'il faut pesa boy il faut pesa boy il faut pesa boy hey nzambe na ngai oyebi moteme esala pasi ya kosaka na ngoti aloba ONG na ba mission d'observation bakoza na kati ya hémicycle bamea ba caméra balanda bato en tout cas batina bato mo secret mais ezaka mo pasi bamusule na ba palais na bango déjà masole beta maki qui na kopesa $100,000 voté pour nanga na kopesa bo na kopesa bo et ça vote moko sincérité le jour risque pene bepsa le kumo ya mboka lisusu mais basa le fo batia so ba caméra ce qui nini bon na mona kutina mote eza conscience bato tande bato azoboma mboka na corruption ba député provincial oyo il faut ba boma yango et ce que peuple a voté ba nani makabango zo pesa ka colère alors bana mboka tolandi biso nyonso en tout cas commentaire minga te na ba corruption boy na komotika on a bino au revoir bon continuez ko s'abonner massivement na chaîne oyo bandeko pour bona na ka ba débat na Kinshasa. Au revoir, à la prochaine.